Je m'appelle Camille. J'ai 27 ans. Et j'ai une petite fille de 4 ans qui s'appelle Léna. Jusqu'à récemment, je travaillais comme femme de chambre dans un hôtel campanile près de l'autoroute A13, en périphérie de Rouen. Je gagnais le SMIC, soit environ 1400 € net par mois après impôts. Donc, après avoir payé ce fameux loyer à mes parents, il me restait à peu près 200 € pour, je ne sais par quel miracle, nourrir mon enfant, mettre de l'essence et survivre. Et voici la partie qui me fait encore bouillir le sang aujourd'hui. Mon grand frère, Maxime, 31 ans, vivait dans cette même maison sans payer le moindre centime. Ma petite sœur, Manon, 23 ans, même maison, loyer gratuit. Maxime avait la chambre aménagée au sous-sol avec sa propre salle de bain. Manon avait sa grande chambre d'enfant avec la baie vitrée. Et moi, je partageais mon ancienne petite chambre avec Léna, sur un matelas 2 places où ma fille me donnait des coups de pied dans les côtes toutes les nuits comme si elle s'entraînait pour un combat de boxe. Maxime était barman 3 soirs par semaine et passait le reste de son temps à jouer aux jeux vidéo. Manon travaillait à mi-temps dans un institut de beauté. Aucun d'eux ne déboursait un seul euro. Un jour, j'ai demandé à ma mère pourquoi j'étais la seule à payer un loyer. Elle m'a regardé comme si je venais de dire la chose la plus stupide de l'histoire de l'humanité et m'a répondu, « Parce que tu as un enfant, Camille. Tu utilises plus de ressources. » Plus de ressources? Ma fille de 4 ans qui mangeait des nuggets et de la compote? C'était donc elle, le gouffre financier de la maison. Mon père, Alain, ne disait jamais grand-chose. Il restait assis dans son fauteuil, regardait la chaîne L'Équipe, et laissait ma mère diriger la maison comme son royaume personnel. Et ma mère, Sylvie, la dirigeait d'une main de fer. Absolument tout ce qu'elle faisait était présenté comme une immense faveur. Me laisser vivre dans ma propre chambre d'enfant était un acte de charité si généreux que j'aurais dû lui écrire des lettres de remerciement. En plus des 1200 €, elle a commencé à sous-entendre que je devrais aider davantage à la maison. Elle disait que si je mettais la main à la pâte, elle pourrait de baisser le loyer. Elle pourrait. Réfléchissez bien à ça. Cette femme utilisait le conditionnel comme une clause juridique. Alors, je l'ai fait. Je nettoyais la cuisine tous les soirs, je passais l'aspirateur dans le salon, je faisais les machines de tout le monde, les affaires de sport de Maxime, les uniformes de travail de Manon, les interminables pantalons chino de mon père. Je récurais les salles de bain le week-end. Je faisais littéralement le ménage pour gagner ma vie, puis je rentrais chez moi pour nettoyer une autre maison afin d'avoir le privilège de payer pour y vivre. Pouvez-vous imaginer? J'avais les mains gercées et à vif. Léna alignait ses petits pansements Disney sur mes articulations comme si elle m'opérait. Cette petite était la seule raison pour laquelle je tenais le coup. Maintenant, vous vous demandez peut-être où était ma grand-mère dans tout ça. J'y arrive. Croyez-moi, elle va jouer un rôle très important. Mais à ce stade, ma mamie Suzanne vivait à 2 heures de route, à Caen, et ma mère lui avait raconté que je m'en sortais à merveille et que j'étais tellement heureuse d'être de retour à la maison. Mamie y a cru. Pourquoi sa propre fille lui mentirait-elle? Oh, Sylvie mentait avec un tel aplomb qu'on aurait dit qu'elle était payée pour ça. C'est là que tout a basculé. Un jeudi soir de février. Un hiver normand bien gris et moche. J'avais fait un double service, j'avais récupéré Léna chez la nounou, que je payais moi-même bien sûr, et je suis rentré pour trouver toute la famille en train de manger un rôti du dimanche en pleine semaine, attablé dans la salle à manger. Ma mère ne m'avait pas préparé d'assiette. Elle n'avait même pas mis de couvert pour moi. Elle a levé les yeux et a dit, « Oh, il y a des restes si tu veux te préparer quelque chose. » J'ai posé Léna par terre, et elle a couru vers la table parce qu'elle avait 4 ans et qu'elle sentait l'odeur de la nourriture. Elle a essayé de grimper sur une chaise vide, et Manon a dit, « C'est la place de mon sac, en fait. » Son sac à main avait une place à table. Ma fille, non. Quelque chose s'est brisé en moi à cet instant précis. Vous avez déjà ressenti la seconde exacte où quelque chose change en vous? Comme un interrupteur. C'était ça. Mais je n'ai pas explosé. Pas tout de suite. J'ai préparé une assiette pour Léna et nous avons mangé debout au comptoir de la cuisine, car toutes les chaises avaient été déplacées dans la salle à manger pour ce repas de famille qui ne nous incluait pas. L'explosion a eu lieu le dimanche. Ma mère organisait les dîners du dimanche avec une précision militaire. 19 h, tout le monde à table. Je suis arrivé,
J'ai mis à Léna une petite robe jaune avec des marguerites que mamie Suzanne lui avait envoyées pour son anniversaire. Nous nous sommes assises. Maman avait préparé son fameux poulet au citron, et je dois bien lui accorder ça, son poulet au citron était excellent. C'était la seule chose que je ne pouvais pas critiquer. Puis elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Camille, la salle de bain du haut n'a pas été faite cette semaine. Si tu veux que je réfléchisse à ajuster ton loyer, il va falloir que tu sois un peu plus rigoureuse. » Devant tout le monde. Comme si j'étais la bonne. Non, pire qu'une bonne, parce qu'une bonne est payée. J'ai posé ma fourchette. J'ai dit, « Maman, je te verse 1200 € par mois. Maxime ne paie rien. Manon ne paie rien. Je nettoie toute cette maison après des journées de 8 heures de travail. Je paie mes propres courses, la nounou de Léna, tout. Et jeudi soir, tu n'as même pas mis un couvert pour ma fille. » Le sac à main de Manon avait une chaise. Pas Léna. Un silence de mort est tombé sur la table. Maxime a arrêté de mâcher. Manon a levé le nez de son téléphone. Les yeux de mon père sont passés de son assiette à moi, comme s'il venait de réaliser que d'autres êtres humains existaient. Et ma mère a dit, « Je n'arrive pas à croire que tu dises une chose pareille à ma table. » Sa table. Pas la table familiale. La sienne. J'ai répondu, « La table que j'ai récurée hier pendant que tu regardais tes feuilletons. » C'est là qu'elle m'a asséné la phrase qui m'a détruite. Elle a dit, « Si tu es si malheureuse, tu devrais peut-être te demander si cet arrangement te convient vraiment. » Elle a dit ça comme un défi. Parce qu'elle savait que je n'avais nulle part où aller et presque pas d'argent. Elle s'en est servie comme d'une arme, là, juste au-dessus de son poulet au citron. Qu'est-ce que vous croyez que j'ai fait? Vous pensez que j'ai reculé? J'ai failli. L'ancienne Camille se serait excusée, aurait débarrassé la table et serait allée pleurer dans la salle de bain après que Léna se soit endormie. Mais j'ai regardé ma fille, assise là, décortiquant son poulet avec ses petits doigts, totalement inconsciente de ce qui se passait, et j'ai pensé à ce que j'étais en train de lui apprendre. Que c'était normal de payer pour avoir le privilège d'être maltraité. Non. Je me suis levé et j'ai dit, « Tu as raison, maman. Ça ne me convient pas. » Et je suis monté faire mes affaires. Laissez-moi vous parler de ce que ça fait d'emballer toute sa vie et celle de son enfant dans des sacs poubelles et 2 valises. C'est la chose la plus triste et la plus libératrice que vous ferez jamais. J'avais 612 € sur mon compte, un quart de plein d'essence, et une fille de 4 ans qui pensait qu'on partait à l'aventure. Personne n'est monté. Personne n'a frappé à la porte. J'ai entendu la télé s'allumer en bas. Ils ont repris leur soirée comme si de rien n'était. J'ai chargé la voiture, j'ai attaché Léna dans son siège et j'ai démarré à 19h43 un dimanche soir. Je m'étais promis de ne pas regarder dans le rétroviseur. Je ne l'ai pas fait. Nous avons dormi dans un hôtel première classe la première nuit. 40 €. La chambre sentait le tabac froid et le couvre-lit avait une tache que j'ai préféré ne pas examiner de trop près. Mais Léna trouvait ça génial parce qu'il y avait un distributeur automatique dans le couloir. Je l'ai laissé prendre un paquet de curly, et elle s'est endormie à 20h30 avec de la poudre de cacahuète sur les doigts. Et moi, je me suis assise sur ce lit et j'ai pleuré comme jamais je n'avais pleuré de ma vie. Pas parce que cette maison me manquait, mais parce qu'une chambre d'hôtel miteuse à 40 € me semblait être un endroit plus sûr que la maison de mes propres parents. Prenez une seconde pour y réfléchir. Le lendemain matin, j'ai appelé toutes les agences immobilières et résidences de l'agglomération rouennaise. J'ai trouvé un T2 dans un complexe appelé les résidences des Peupliers. Il n'y avait ni peupliers ni quoi que ce soit de très vert, mais ils avaient des logements libres. 650 € par mois. Le propriétaire, Monsieur Bernard, a regardé ma fiche de paie, a regardé Léna qui faisait du coloriage sur le sol de son bureau, et a dit, emménagez avec le premier mois de loyer et on étalera la caution sur 3 mois. Un parfait inconnu m'a témoigné plus de gentillesse en 5 minutes que ma propre famille en 2 ans. Nous avons donc emménagé dans l'appartement 4B avec nos sacs poubelles et un matelas gonflable acheté chez Emmaüs. Pas de canapé, pas de table. Nous avons mangé par terre toute la première semaine. Léna appelait ça un pique-nique. Mais repartir de zéro avec rien, ça n'a rien de romantique. Je restais éveillé toutes les nuits à faire des calculs. 650 € pour le loyer, la nounou, l'essence, la nourriture. J'étais dans le rouge chaque mois. J'ai pris des heures supplémentaires,
je mangeais une fois par jour pour que Léna puisse faire 3 repas. Et vous savez qui a appelé pendant ces semaines-là? Personne. Ni maman, ni papa, ni Maxime, ni Manon. 27 ans dans cette famille, et ils m'ont laissé disparaître. Mais quelqu'un allait bientôt découvrir ce qui s'était réellement passé. Et quand elle l'a su, j'en ai encore des frissons. Ma mamie Suzanne, 73 ans, a conduit 2 heures sous une tempête de pluie pour venir retourner le monde de ma mère. Cette partie arrive très vite. Et croyez-moi, vous allez vouloir l'entendre. J'en étais donc là, appartement 4B, matelas gonflable au sol, une petite fille qui croyait qu'on faisait du camping d'intérieur, et un compte en banque qui me donnait la nausée à chaque fois que je le consultais. J'acceptais toutes les heures supplémentaires que le campanile me proposait. Certaines semaines, je travaillais 6 jours sur 7. Je déposais Léna chez Tata Véro. Elle gardait des enfants chez elle dès 6h30 du matin, et je ne récupérais ma fille que vers 18h le soir. Cette femme me prenait 200 € par mois, ce qui était un cadeau du ciel, et elle aimait Léna comme sa propre petite fille. Des petits miracles, n'est-ce pas? Mais voici le problème: quand on survit à peine, il n'y a de place pour rien d'autre. Je n'avais pas le droit de tomber malade. Pas le droit d'avoir une panne de voiture. Pas le droit à la moindre urgence, car une seule dépense imprévue nous aurait mis KO définitivement. Je vivais au bord du précipice chaque jour, en espérant juste que le vent ne souffle pas trop fort. Léna a commencé à poser des questions vers la 3e semaine. C'est une petite fille intelligente. Trop intelligente parfois. Elle a demandé: « Maman, pourquoi on ne va plus chez mamie Sylvie ?» Je lui ai expliqué que nous avions notre propre maison maintenant. Elle a répondu: « Mais cette maison n'a pas de jardin. » Et je lui ai dit: « Non, mais on s'allume l'autre, et c'est mieux qu'un jardin. » Elle y a réfléchi un instant et a dit: « On peut avoir un chien. » 4 ans, et déjà en train de négocier. Je veux vous demander quelque chose. Avez-vous déjà été dans une situation où les personnes censées vous aimer le plus ne sont tout simplement pas là? Pas même un SMS. Parce que 4 semaines après mon départ, je n'avais toujours pas de nouvelles d'un seul membre de ma famille. Pas un seul. C'était comme si j'avais été effacé de la conversation de groupe familial. Et d'ailleurs, j'ai vérifié, et oui, j'avais été supprimé. Manon m'avait supprimé. Ma propre sœur m'avait éjecté du groupe WhatsApp comme si j'étais un ex-copain de 2019. Honnêtement, ça m'a fait plus mal que l'histoire du loyer. Maintenant, laissez-moi vous raconter l'appel téléphonique qui a tout changé. C'était un samedi matin en mars. Léna regardait des dessins animés sur mon téléphone parce que nous n'avions pas encore de télé. J'étais assise par terre dans la cuisine. Nous n'avions toujours pas de chaise. Je mangeais du beurre de cacahuète à la cuillère directement dans le pot, car c'était ça mon petit déjeuner. Mon téléphone a sonné et Léna a décroché avant que je ne puisse l'attraper parce qu'elle croyait que c'était un jeu. Elle dit: « Allô, c'est Léna. » Et j'entends cette voix à travers le haut-parleur dire: « Léna ? Ma chérie, c'est toi ? Elle est toute à maman ? Mamie Suzanne. » J'ai attrapé le téléphone si vite que j'ai failli le faire tomber. Mamie. Elle a dit: « Camille, je viens d'appeler chez ta mère et Maxime m'a dit que tu avais déménagé il y a des semaines. Pourquoi personne ne m'a rien dit? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? » Je n'ai pas su quoi répondre au début. J'étais tellement en mode survie que l'idée d'appeler ma grand-mère ne m'avait même pas traversé l'esprit. Et une part de moi, la part que ma mère avait façonnée, avait honte. Comme si j'avais échoué. Comme si avoir besoin d'aide signifiait que j'étais faible. C'est tordu, non? Ma mère m'avait programmé pour me sentir coupable de demander de l'aide afin que je reste coincé. Vous voyez comment ça marche? Je lui ai raconté la version courte, que je payais un loyer que personne d'autre ne payait, que je nettoyais toute la maison en plus de travailler à plein temps, que Léna n'avait pas eu d'assiette à dîner, et que j'étais parti. Il y a eu un blanc au bout du fil, un très long silence, et puis mamie Suzanne a parlé. Avec cette voix que je n'avais dû entendre que 2 fois dans toute ma vie, une voix basse, calme et dangereuse, elle a dit: « Elle t'a fait payer 1200 €. Oui, mamie. Et ton frère et ta sœur ne payaient rien. Rien du tout. » Un autre silence. Puis elle a dit: « Je monte dans ma voiture. » J'ai dit: « Mamie, tu n'es pas obligée. » Elle a répondu: « Camille, je ne t'ai pas demandé la permission. » C'est quoi ton adresse? Cette femme,
73 ans, un mauvais genou, qui conduit une Citroën C3 de 2009 qui fait un bruit de tout quand elle roule, est monté dans sa voiture et a conduit 2 heures depuis Caen jusqu'à Rouen un samedi matin sans hésiter une seule seconde. Il a commencé à pleuvoir au bout d'1 heure de route. Pas une petite bruine, un vrai déluge. Le genre de pluie normande qui transforme l'autoroute en rivière. Elle a roulé là-dedans comme s'il faisait grand soleil. Elle est arrivée à ma porte à midi. J'ai ouvert, et elle était là, dans le couloir, trempée jusqu'aux os, tenant 2 sacs de courses de chez Leclerc et une grosse couette. Une couette. Elle avait pris la couette de son propre lit avant de partir. Elle est entrée, a regardé l'appartement, a vu le matelas gonflable, les murs nus, la cuisine vide, et elle n'a pas dit un mot pendant environ 30 secondes. Elle est restée là à observer. Puis elle m'a regardé, ses yeux se sont remplis de larmes, et elle a dit « Oh, ma chérie, depuis combien de temps tu vis comme ça ?» Je n'ai même pas pu répondre. Je suis juste tombé dans ses bras et j'ai fondu en larmes. Je ne suis pas du genre à pleurer d'habitude. Vraiment pas. Je tenais bon depuis des semaines. Mais le fait que votre grand-mère débarque avec une couette et des courses sous une tempête, ça vous brise de la plus belle des manières. Léna a couru attraper la jambe de Mamie Suzanne et a dit « Mamie Suzanne, on fait du camping. » Et Mamie Suzanne a baissé les yeux vers elle en disant « C'est fini le camping, mon cœur. » Elle a déballé ses sacs de courses comme une femme en mission. De la vraie nourriture. Du poulet, du riz, des légumes, du pain, du lait, des briques de jus, des fruits, des céréales. Elle s'était arrêtée à un supermarché sur la route. Elle nous a préparé à déjeuner là, dans ma cuisine vide, debout au comptoir, parce que, encore une fois, pas de chaise. Elle a fait du poulet avec du riz dans une casserole que je ne savais même pas que j'avais. Elle l'avait acheté aussi. Pendant qu'on mangeait, je lui ai tout raconté. La version complète cette fois. Les 2 années entières. Le loyer, le ménage, la façon dont maman me parlait, le rôti du jeudi soir, l'explosion du dimanche, absolument tout. Mamie Suzanne a écouté sans m'interrompre, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Cette femme a une opinion sur tout et elle vous la donne, que vous la vouliez ou non. Mais là, elle s'est contentée d'écouter. Et son visage se durcissait au fur et à mesure que je parlais. À la fin, on aurait dit qu'elle était taillée dans la pierre. Elle a dit, « Ta mère a fait ça dans la maison de ma famille. Vous voyez, il y a quelque chose que je dois vous expliquer. Cette maison, celle où vivent mes parents, Mamie Suzanne les a aidés à l'acheter. Elle leur a donné l'apport personnel il y a 20 ans, 30 000 € de ses propres économies. Elle l'avait fait pour que ses petits-enfants aient un foyer stable. Et voilà qu'elle découvrait à quoi ressemblait réellement ce fameux foyer stable pour l'un de ses petits-enfants. Elle a sorti son téléphone et a appelé ma mère, là, directement dans mon appartement. Elle a mis le haut-parleur. Je ne lui avais rien demandé, elle l'a juste fait. Ma mère a décroché à la 3e sonnerie. « Allô, maman, qu'est-ce qui ?» Mamie Suzanne a coupé, « Sylvie, je suis assise dans l'appartement de Camille en ce moment même. Son appartement sans meubles. Son appartement où elle dort sur un matelas gonflable avec ta petite fille. Voudrais-tu m'expliquer pourquoi je découvre ça seulement aujourd'hui ?» Silence à l'autre bout du fil. Un silence total. Et je dois être honnête, entendre ma mère sans voix était tellement satisfaisant que j'ai presque souri. Presque. Est-ce que c'est mal? Dites-moi si c'est mal, parce qu'en vrai je m'en fiche complètement. Ma mère a balbutié quelque chose du genre, « Maman, elle a choisi de partir. Je ne l'ai pas obligée. 1200 €, Sylvie. Tu as fait payer 1200 € à ta fille pendant que Maxime et Manon vivaient là gratuitement. Tu as obligé cette gamine à nettoyer ta maison après avoir travaillé toute la journée. Tu n'as même pas nourri sa fille à ta table. » Ma mère a commencé à faire ce qu'elle fait toujours, jouer les victimes. Tu n'entends que sa version, maman. Tu ne sais pas tout. J'entends la version qui se termine avec mon arrière-petite-fille dormant sur un matelas gonflable. C'est la seule version dont j'ai besoin. J'aimerais que vous ayez pu entendre la voix de Mamie Suzanne. Elle ne criait pas. Elle ne crie jamais. C'était pire que de crier. C'était cette fureur calme et contrôlée qui fait que chaque mot s'abat comme un coup de marteau. Ma mère connaissait cette voix. Elle avait grandi avec cette voix. Et elle en avait peur. Cette dernière phrase, mentionnant mon grand-père Papy René qui est décédé il y a 8 ans,
a fait halter ma mère. Papy René était tout pour elle. Le ramener sur le tapis, c'était mamie Suzanne sortant l'artillerie lourde. Ma mère s'est mise à pleurer. Elle a dit qu'elle ne voulait pas que les choses aillent si loin. Qu'elle essayait juste de m'apprendre le sens des responsabilités. Qu'elle ne réalisait pas que c'était si dur pour moi. Mamie Suzanne a répondu, « Les responsabilités ? Tu n'as rien appris à Maxime. Tu n'as rien appris à Manon. La seule à qui tu as donné des responsabilités, c'est celle qui les assumait déjà. Ce n'est pas de l'éducation, Sylvie. C'est une punition. » Elle a raccroché. Pas de au revoir. Elle n'a pas attendu de réponse. Elle a juste mis fin à l'appel. Puis elle m'a regardé et a dit, « Maintenant, on va arranger ça. » Et je veux vous raconter ce que mamie Suzanne a fait au cours des 2 semaines suivantes. Parce que cette femme a agi comme si ma situation était une vendetta personnelle et elle n'allait pas se reposer tant que le problème ne serait pas réglé. Elle est allée à sa banque au Crédit Agricole le lundi suivant et a retiré de l'argent. Elle n'a pas voulu me dire combien, mais elle a débarqué à mon appartement avec une enveloppe et a dit, « Ça, c'est pour les meubles et 3 mois pour souffler un peu. Et ne t'avise pas de discuter avec moi. » J'ai discuté avec elle. Elle m'a complètement ignoré. Du pur mamie Suzanne. À la fin de la semaine, Léna et moi avions de vrais lits, une table de cuisine avec des chaises, un canapé trouvé dans une brocante qui sentait un peu la lavande et le parfum de vieille dame, mais qui était la chose la plus confortable sur laquelle je m'étais jamais assise. Léna a eu une petite bibliothèque pour sa chambre, enfin, son coin de l'appartement puisque c'était un T2, et mamie l'a rempli de livres qu'elle avait achetés à la braderie de la bibliothèque. Mais mamie n'avait pas terminé. Loin de là. Parce que les meubles, c'était la partie facile. Ce qu'elle a fait à mes parents, c'est ce qui m'a vraiment marqué. Elle a conduit jusqu'à la maison de mes parents le week-end suivant. Je n'étais pas là pour cette partie, mais Maxime me l'a raconté plus tard. Et Maxime, malgré tous ses défauts, est un très mauvais menteur, donc je crois chaque mot. Mamie Suzanne est entrée dans cette maison et a assis mes parents à la table de la cuisine. Maxime et Manon étaient là aussi. Elle les a tous obligés à s'asseoir. Et elle leur a dit qu'elle reconsidérait l'aide financière et l'héritage qu'elle avait prévu de leur laisser. Que la façon dont ils nous avaient traités, Léna et moi, lui avait montré un aspect de leur caractère qui lui déplaisait fortement. Que Maxime et Manon allaient commencer à payer un loyer, un vrai loyer, ou alors ils allaient devoir déménager. Et que ma mère allait s'excuser auprès de moi. De vraies excuses. Pas son habituel blabla du genre, « Je suis désolé que tu le prennes comme ça. » Apparemment, ma mère a essayé de discuter. Mamie Suzanne a dit, « Sylvie, je ne te pose pas la question, je t'informe. » Maxime m'a appelé ce soir-là. C'était la première fois qu'il donnait des nouvelles depuis mon départ. Il avait la voix tremblante. Il a dit, « Camille, mamie est passée à la maison et c'était ultra tendu. » J'ai failli rire. J'ai répondu, « Bienvenue dans le monde de la responsabilité, Maxime. » Il s'est tu un instant, puis a dit, « J'aurais dû dire quelque chose. Pour le loyer et tout le reste. » Je savais que ce n'était pas juste. Sans blague. Mais je ne lui ai pas dit ça. J'ai juste répondu, « Oui, tu aurais dû. » Manon n'a pas appelé. Ça ne m'a pas surprise. Mais ma mère a fait quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. Et je vais vous raconter ça parce que ça m'a prise totalement au dépourvu. Et ce qui s'est passé ensuite a de nouveau tout bouleversé. Certains d'entre vous pensent peut-être savoir comment ça va se terminer. Je vous promets que non. 3 jours après la visite de mamie Suzanne, ma mère a débarqué à mon appartement. Pas d'appel, pas de message pour prévenir. Juste quelqu'un qui frappe à la porte un mardi matin. J'ai ouvert, et Sylvie était là, dans son beau manteau, tenant des Tupperware, ayant l'air de vouloir être n'importe où ailleurs sur terre sauf ici. Elle paraissait toute petite. Comme si mamie Suzanne l'avait vidée de son air. Elle a dit, « Je peux entrer ?» J'ai failli dire non. Mais Léna a entendu sa voix et a accouru. « Mamie Sylvie !» Avec son grand sourire. Et je ne pouvais pas claquer la porte devant elle. Alors je l'ai laissée entrer. Elle a regardé autour d'elle. A vu les meubles d'occasion, le petit espace propre. Quelque chose s'est vraiment fissuré dans son regard. Elle a posé les boîtes sur le plan de travail. Du poulet au citron.
Vous pensez qu'un poulet au citron efface 2 ans de traitement pareil? Parce que de le voir là, ça m'a rendu à la fois en colère et triste. Elle s'est assise à ma table, celle que mamie avait achetée parce que ma mère avait fait en sorte que je ne puisse pas me payer la mienne, et elle a commencé à parler. Elle a dit que mamie Suzanne lui avait dit des choses qu'elle n'était pas prête à entendre. Qu'elle n'avait pas dormi depuis 3 nuits en ressassant tout ça. Le loyer, le ménage, le dîner où Léna n'avait pas d'assiette. J'ai dit, maman, ça a été l'enfer pendant 2 ans. Tu t'en fichais. Elle a tressailli. Bien fait. Puis elle m'a surprise. Elle a dit, tu as raison. Je me suis convaincu que tu allais bien parce que c'était plus facile. Tu ne te rebellais jamais, alors je continuais à pousser le bouchon un peu plus loin. Et je trouvais des excuses pour Maxime et Manon parce que c'était plus facile, aussi. L'ancienne Camille aurait dit, c'est bon, maman, c'est pas grave. La nouvelle Camille a laissé le silence s'installer. J'ai dit, ta petite fille mangeait debout à ton comptoir parce qu'il n'y avait pas de chaise pour elle. J'ai fait un seul repas par jour pendant des semaines pour qu'elle puisse en faire 3. Ce n'est pas injuste, maman. C'est cruel. Elle s'est pris le visage dans les mains et s'est mise à pleurer. De vraies larmes. Pas son cinéma habituel. Léna a chuchoté, maman, mamie Sylvie est triste. J'ai répondu, ça va, mon bébé. Les adultes ont aussi besoin de pleurer parfois. Quand elle a fini par se calmer, elle a dit, dis-moi comment réparer tout ça. J'ai répondu, tu ne peux pas réparer ça avec du poulet au citron, maman. Elle a eu un petit rire. Un rire triste et brisé. J'ai souri aussi. Que faire d'autre? Je lui ai dit ce dont j'avais besoin. J'ai dit, je ne reviendrai pas vivre dans cette maison. Ici, c'est chez nous. Si tu veux faire partie de nos vies, tout doit changer. Fini de me traiter comme la boniche. Fini d'agir comme si Léna était un fardeau. Elle m'a alors avoué que mamie Suzanne forçait maintenant Maxime et Manon à payer 500 € par mois chacun. Vous imaginez leur tête? Apparemment, Manon a appelé mamie en hurlant que ce n'était pas juste. Mamie a répondu, pas juste? Appelle ta sœur et demande-lui ce qui n'est pas juste. J'aime tellement cette femme. 2 semaines plus tard, mon père s'est pointé chez moi, seul. C'était un choc absolu, parce que la vie d'Alain se résumait au cycle suivant, travail, fauteuil, l'équipe 21, et on recommence. Il s'est tenu devant ma porte avec un sac Leroy Merlin à la main et a dit, je t'ai apporté un détecteur de fumée. Il n'y en a pas dans ton couloir. C'était ça, le langage de l'amour d'Alain, du matériel de sécurité plutôt que des mots. Il a vérifié mes fenêtres, testé les prises électriques, réparé une porte de placard de travers, puis il s'est assis et a dit quelque chose d'énorme. Il a dit, j'aurais dû y mettre un terme, Camille. Ta grand-mère m'a appelé séparément. Elle a dit que le silence n'était pas de la neutralité. Le silence, c'est prendre le parti de celui qui a le pouvoir. Mon père, qui une fois a conduit 45 minutes dans la mauvaise direction et a accusé le GPS, a admis qu'il avait eu tort. Il m'a prise dans ses bras avant de partir, une étreinte un peu raide et gênante qui a duré 3 secondes de trop, mais il l'a fait. Au fil des mois suivants, les choses ont doucement évolué. Ma mère a commencé à m'appeler juste pour prendre des nouvelles de Léna. Elle a demandé à l'emmener au parc un samedi, elle a demandé, elle n'a pas exigé. C'était nouveau. Maxime m'a aidé à déménager une commode et à lâcher, je paie un loyer maintenant et je te déteste un peu pour ça. Mais il souriait. J'ai répondu, bienvenue dans la vie d'adulte. C'est nul ici. Avec Manon, ça a été plus dur. Au bout de 2 mois, elle m'a finalement envoyé un SMS, maman dit que je dois m'excuser, alors je suis désolé. J'ai répondu, ton sac à main était assis sur la chaise de Léna. Réfléchis à ça. 3 jours plus tard, elle m'a envoyé, c'était vraiment abusé. Je suis sincèrement désolé. Juste quelques mots de différence, mais ça voulait dire qu'elle y avait vraiment réfléchi. Nous avons fait un grand repas de famille chez mamie Suzanne cet automne-là. Elle avait dit, cette famille va s'asseoir à ma table et se comporter comme une vraie famille, sinon ça va mal aller. Tout le monde est venu, même Manon, maladroite et silencieuse, apportant une tarte achetée en boulangerie. Mamie a obligé chacun à dire ce pourquoi il était reconnaissant. Maxime a dit, je suis reconnaissant de ne pas être à la rue depuis que mamie m'oblige à payer un loyer. Mon père a dit qu'il était reconnaissant pour le rôti, parce que les émotions,
c'est toujours compliqué pour Alain. Ma mère m'a regardé et a dit, je suis reconnaissante d'avoir une fille qui est beaucoup plus forte que ce que je mérite. Un silence est tombé sur la table. Léna l'a brisé en criant, moi je suis reconnaissante pour les curlis. Et tout le monde a éclaté de rire jusqu'à ce que la tension disparaisse complètement. Après le repas, maman et moi avons fait la vaisselle côte à côte dans la cuisine de mamie. Elle lavait, j'essuyais. Personne n'a dit de phrase philosophique. C'était silencieux, et c'était bien suffisant. Tout n'est pas parfait aujourd'hui. On est encore en train de reconstruire. Les vieilles habitudes reviennent parfois au galop et je fixe des limites qu'elle n'apprécie pas toujours. Maxime a trouvé un boulot à plein temps. Manon et moi sommes cordiales. Peut-être que nous serons proches un jour. Ça m'ira très bien dans les deux cas, mais je sais une chose, quitter cette maison avec mes sacs poubelles et 600 € a été la chose la plus difficile et la meilleure que j'ai jamais faite. Ma mamie Suzanne est la femme la plus coriace de la planète. Et cette petite fille, dont la place à table valait moins que le sac à main de sa tante, a maintenant sa propre chaise à chaque table, sa propre assiette, et une maman qui ne laissera jamais personne lui faire croire qu'elle n'a pas sa place.